Ma mère a ramené 5 de ses petits-enfants de l'entraînement, mais a laissé ma fille de 8 ans seule dans le froid. Quand ma fille l'a appelée en pleurs depuis un arrêt de bus, ma mère a dit « Tu n'es qu'un déchet, nous ne faisons pas partie de la même famille ». Elle a oublié que j'enregistrais chacun de ses appels depuis 9 ans. Quand elle a reçu l'ordonnance du tribunal et a vu mon père se retourner contre elle, son visage s'est assombri. Je m'appelle Laura Holloway, j'ai 34 ans. Pour comprendre l'arrêt de bus, il faut comprendre ce qui s'est passé dans une cuisine il y a 8 ans. Les gens qui ne me connaissent pas pensent que j'ai quitté ma famille. On leur raconte cette histoire depuis 8 ans. Ils y croient. Ils la répètent lors des dîners de Noël, des déjeuners au country club et à l'épicerie de West Hartford. Ma mère a construit cette histoire comme d'autres femmes construisent des maisons de poupées, brique par brique, fenêtre par fenêtre, en me faisant passer pour la fille fugitive qui avait brisé le cœur de tout le monde. La vérité commence en mars 2017, dans la cuisine de ma mère, le matin où j'ai annoncé à mes parents que j'étais enceinte. J'avais 25 ans. J'en étais à 9 semaines de grossesse. Andrew Reid et moi étions ensemble depuis un peu plus d'1 an. Il enseignait l'art dans un lycée public de West Hartford. Il payait ses factures. Il remboursait ses prêts étudiants. Il n'avait jamais été arrêté pour quoi que ce soit de sa vie. Rien de tout cela n'importait à ma mère. Ce qui comptait pour elle, c'est qu'il enseignait l'art dans une école publique pour 58 000 $ par an. Quand je lui ai parlé de Lily, ma mère ne m'a pas félicité. Elle ne s'est pas levée. Elle s'est dirigée vers le comptoir, a ouvert un tiroir et en a sorti une enveloppe Kraft grise. Elle l'a posée sur la table entre nous. Le coin était corné, comme si elle l'avait tenu en main pendant un moment. « Si tu gardes ce bébé, a-t-elle dit, tu le gardes lui, mais pas nous. » L'enveloppe contenait une brochure d'une agence d'adoption à Stanford. Elle avait été imprimée 2 semaines plus tôt. Ma mère avait organisé d'avance mon abandon avant même que je ne m'assoie. J'ai demandé si mon père était d'accord. Mon père n'a pas levé les yeux de son café. J'ai pris l'enveloppe. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas téléphoné pendant 3 jours. J'ai accouché de Lily en août. Cette enveloppe est toujours dans un coffre-fort dans mon bureau. Elle y est depuis 8 ans. C'est la première chose que ma mère verra lorsque je lui lirai les documents en octobre. Vous devez également comprendre qui est Patricia Holloway. Ma mère ne hausse jamais la voix. Elle n'en a pas besoin. Elle contrôle une pièce en décidant qui s'assoit où, qui sert qui, ce qui se dit à table, et ce qui est oublié d'ici dimanche. Sa cruauté est administrative. Elle ressemble à de bonnes manières jusqu'à ce qu'on la retrace sur une décennie. Je vais vous raconter ce qu'elle a fait ensuite. La semaine qui a suivi mon refus, elle a passé 3 appels téléphoniques. Je le sais parce que j'ai des preuves de ces 3 démarches aujourd'hui. La première était une lettre adressée au proviseur du lycée d'Andrew. Elle ne l'a pas signée de son nom. Il y a une tache de café dans le coin inférieur droit de l'original parce qu'elle buvait son café du matin au comptoir de la cuisine même où elle l'a rédigé. La lettre commençait ainsi, en tant que membre concerné de la communauté, je me demande si M. Reid respecte les normes morales attendues du personnel des écoles publiques de notre district. Le deuxième appel a été passé à cette même agence d'adoption à Stanford. Elle leur a dit qu'elle était la grand-mère maternelle, que la mère de l'enfant était instable, et qu'elle s'inquiétait pour la sécurité du bébé. L'agence a refusé de suivre les instructions d'un grand-parent, mais l'appel figure dans leur registre. Son nom est inscrit sur la ligne. Le troisième a été passé à ma tante, puis à mon cousin, puis au club de bridge de ma mère. Elle leur a dit que je faisais une dépression nerveuse. Elle a dit que j'avais refusé des avis médicaux. Elle a dit qu'elle ne savait pas si j'étais apte à élever un enfant. Au moment de la naissance de Lily en août, la moitié de ma famille élargie croyait que je souffrais d'une maladie mentale qui ne m'avait pourtant jamais été diagnostiquée. Je n'ai rien démenti. Je suis parti. Pendant des années, les gens m'ont demandé pourquoi je ne m'étais pas défendu, pourquoi je n'avais pas montré la lettre à ma tante, pourquoi je ne l'avais pas démasquée à Thanksgiving, ou pourquoi je n'avais pas écrit de contre-lettre à ce proviseur. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'âge de 25 ans, enceinte et fatiguée, je me suis assise dans un coin de la bibliothèque d'une école de droit du Massachusetts et j'ai pris une décision. J'allais tout documenter. Je ne dirais rien. Je montrais un dossier lentement, de la même façon qu'un enquêteur sur les incendies criminels prend en photo une maison brûlée avant de toucher au moindre morceau de charbon. Je ne lui donnerai pas un combat.
Je lui ferai un dossier. Ainsi, pendant 8 ans, chaque fois que ma mère m'appelait, je lui signalais que l'appel était enregistré. Le Massachusetts est un État où le consentement des deux parties est requis. Je le lui disais à chaque fois. À chaque fois, elle levait les yeux au ciel au bout du fil et disait « Fais ce que tu veux, Laura. » C'est ce que j'ai fait. Il y a une petite clé USB dans le deuxième tiroir de mon bureau à Boston. Elle est étiquetée « PH 2017 à 2025 ». Elle contient 43 appels. 43 appels courts, polis et brutaux. La plupart d'entre eux durent moins de 4 minutes. Tous sont enregistrés. Tous ont été annoncés. Cette clé USB sera posée sur une table de conférence en octobre. Ma mère la verra avant de comprendre ce que c'est. Pendant 8 ans, ma mère a raconté une histoire. Pendant 8 ans, je l'ai laissé la raconter. Je n'ai pas corrigé son récit. Je l'ai documenté. En avril 2024, mon père m'a appelé. Cela n'a l'air de rien d'extraordinaire, mais ça l'était. Mon père ne m'avait pas appelé depuis 7 ans. Il avait laissé ma mère gérer le silence comme il la laissait gérer les cartes de vœux. Alors, quand son numéro est apparu sur mon téléphone un mardi à 16h, j'ai su que quelque chose n'allait pas avant même de décrocher. J'ai un cancer de la prostate, a-t-il dit. Stade 1, ils l'ont pris tôt. Je vais faire de la radiothérapie. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas prononcé le nom de ma fille. Il m'a annoncé son diagnostic comme s'il me parlait de la météo. Puis Achille a ajouté, « J'aimerais faire la connaissance de ma petite fille avant de mourir, si tu le permets. » Il l'a dit comme s'il postulait pour obtenir quelque chose. Je lui ai donné une réponse sous 3 jours. Ma réponse était que Lily pourrait venir les samedis pour l'entraînement de football à West Hartford. Les 3 enfants de mon frère Daniel jouaient dans la même ligue. Lily pourrait jouer avec ses cousins. Elle pourrait voir son grand-père. Elle ne devait pas rester seule avec ma mère. Je la déposerais et viendrais la chercher. Andrew m'aiderait si mon emploi du temps ne le permettait pas. Mon père a accepté. Ma mère, lorsqu'elle a appris cet arrangement, a fait une chose que j'aurais dû remarquer, elle n'a pas protesté. Elle n'a pas négocié. Elle a simplement commencé à dire à ma tante, la fille de Laura est de nouveau la bienvenue à notre table. Nous ne sommes pas le genre de famille qui rejette les enfants. J'aurais dû prêter attention à cette phrase et me préparer à ce qui allait suivre. Je ne l'ai pas fait. J'étais trop soulagé que mon père ait fait le premier pas. Pendant 18 mois, ma mère a utilisé ma fille comme un accessoire de scène. Il y avait 9 places à la table de Thanksgiving en novembre 2024. Il y en avait 9. J'ai compté. Ma mère a donné à Lily la chaise du coin, la plus proche de la porte de la cuisine, la plus éloignée des bougies. Elle a présenté Lily à une grand-tante en disant, « C'est la petite de Laura. On fait avec. » Lily l'a entendu le dire. Lily a continué à manger. En décembre, il y avait 9 chaussettes de Noël suspendues à la cheminée de ma mère. Je les ai comptées elles aussi. Lily les a comptées pendant que nous buvions du chocolat chaud le soir du réveillon. Elle m'a regardé et m'a demandé, « Maman, pourquoi y en a-t-il 9 alors qu'il devrait y en avoir 10 ?» Je lui ai dit que ma mère s'était probablement trompée dans ses comptes. Je ne m'étais pas trompé sur les comptes de ma mère depuis l'âge de 9 ans. En juin 2025, ma mère a organisé un voyage familial à Disney World. Les 3 enfants de Daniel y sont allés. Ma nièce du côté de ma mère y est allée. Le fils de mon cousin Germain, Cooper, y est allé. 5 enfants. Ma mère a envoyé un SMS de groupe un mardi à midi, dont j'ai une capture d'écran. Le message disait, « Projet Disney la semaine prochaine. Les 3 de Daniel plus la nièce de Megan plus Cooper. Megan, est-ce que ta sœur peut toujours conduire vendredi ?» Lily n'était pas invitée. Lily avait 8 ans. Lily allait aux mêmes entraînements de football que ses enfants tous les samedis depuis plus d'1 an. Ma mère n'a même pas éprouvé le besoin de chercher une excuse. En juillet, j'ai commencé à remarquer autre chose. Lily était devenue très silencieuse sur le trajet du retour de West Hartford. Elle s'asseyait sur la banquette arrière, sa loutre en peluche, béant, pressée contre sa joue. Elle regardait par la fenêtre. Elle refusait de me dire ce qui n'allait pas. En septembre, un samedi après un dîner de famille, je lui ai demandé gentiment dans la voiture, « Lily,
est-ce qu'il se passe quelque chose chez mamie que tu ne veux pas me dire? Elle a mis du temps à répondre. Puis elle a dit, mamie m'a demandé si tu avais seulement voulu que je naisse. J'ai gardé les mains sur le volant. J'ai demandé, qu'est-ce que tu as dit? Elle a répondu, j'ai dit oui. Puis elle m'a dit de ne pas poser cette question à papa. Je n'ai pas appelé ma mère ce soir-là. Je ne l'appellerai pas le lendemain non plus. Le lundi suivant, je me suis rendu dans un Best Buy à Boston et j'ai acheté un téléphone portable Nokia pour enfants, le modèle à clapet avec contrôle parental. J'y ai installé une application de surveillance appelée Bark. L'application enregistre tous les appels émis et reçus des numéros que je signale. J'ai signalé le numéro de ma mère. J'ai donné le téléphone à Lily le mardi et je lui ai dit, si quelqu'un te dit quelque chose qui te fait te sentir toute petite, tu peux m'appeler avec ça. Ça marchera, je te le promets. Ce que je n'ai pas dit à Lily, c'est que le téléphone enregistrait tous les appels entre elle et ma mère depuis mars. En septembre, l'application avait capturé 23 appels. En octobre, je possédais toute une bibliothèque de preuves d'une campagne de manipulation affective contre une enfant de 8 ans. Je n'avais encore fait écouter aucun enregistrement. J'attendais. J'attendais toujours. Le samedi 27 septembre 2025, la rédaction de Lily en classe de CE1, intitulée Ma maman est mon héroïne, a été publiée dans le Hartford Courant après avoir remporté le concours de son district. Le journal avait imprimé sa photo dans le coin. Elle avait 8 ans, portait son sweatshirt vert et il lui manquait une dent de devant. La rédaction comptait 6 paragraphes. Le 4e paragraphe disait, « Oui, ma maman aide les enfants qui n'ont pas de famille. » Certains d'entre eux avaient une famille avant. Ce n'était juste pas la bonne. Ma mère recevait le Hartford Courant tous les matins à domicile. Elle le lisait au comptoir de la cuisine avec son café. On a retrouvé plus tard le journal sur la table basse de son salon, plié avec la page de la rédaction tournée vers le bas. 14 jours plus tard, c'était un samedi. Le samedi 11 octobre 2025. La température à West Hartford ce matin-là était de 51 degrés Fahrenheit, environ 11 degrés Celsius. Au coucher du soleil à 18h14, elle était descendue à 42 degrés, environ 5 degrés Celsius. Le vent était faible. Des feuilles jonchaient les trottoirs parce que personne sur Asylum Avenue ne les avait encore ratissées. Ce matin-là, Andrew a déposé Lily chez mes parents à 9h. Il était en route pour une exposition d'art à Manhattan. Il avait un laissez-passer d'enseignant et l'un de ses anciens élèves exposait dans une petite galerie de Chelsea. Il a dit à Lily qu'il serait de retour à Boston à 20h. Il lui a dit que je viendrais la chercher à 18h. Il lui a dit, c'est mamie qui te ramène de l'entraînement. Lily avait son sac à dos. Dans son sac à dos se trouvait une petite boîte de bretzels croustillants achetée 2 jours plus tôt chez Trader Joe's, une fine veste bleue Patagonia, son téléphone Nokia pour enfants, son livre de bibliothèque sur les hiboux. Elle portait déjà ses crampons et ses protège-tibias sous ses chaussures. Elle avait fourré sa loutre béant dans la poche latérale. Elle était préparée comme une enfant de 8 ans se prépare à tout, de façon absolue, mais pour les mauvaises choses. J'étais à mon bureau ce jour-là. Habituellement, je ne travaille pas le samedi. Ce week-end-là, j'avais une audience le lundi matin concernant une affaire de garde d'enfants sans rapport, et j'avais besoin de calme. J'avais dit à Lily que je finirais à 17h30. L'entraînement de football se terminait à 17h30. L'entraîneuse Tara Brigg est une professeure d'éducation physique de 36 ans qui s'occupe de la ligue des moins de 10 ans comme travail d'appoint. Elle conduit un monospace Honda Odyssey équipé d'une caméra de bord à 2 canaux qu'elle avait installée en 2023 après un accrochage. La caméra de bord enregistre le son. Ce samedi-là, elle était orientée vers le parking de Beechwood Field. À 17h28, l'entraîneuse Tara a compté 6 enfants Holloway. 5 du côté de Daniel et Megan, incluant leurs 3 enfants et les 2 cousins de ma tante en visite, plus la mienne. Elle a compté à voix haute. Elle compte toujours à voix haute. C'est enregistré sur la caméra de bord. La Lexus argentée de ma mère s'est garée sur le parking à 17h31. Elle n'est pas descendue. Elle a baissé la vitre arrière et a appelé les enfants. 5 d'entre eux ont accouru. Lily était encore en train de nouer ses crampons près de la cage à matériel. L'entraîneuse Tara, qui passait en courant pour aller fermer, a dit à ma mère à travers la vitre ouverte, « Lily attache encore ses crampons. Elle sort tout de suite. » Ma mère a répondu, « Merci. »
puis elle a remonté la vitre. À 17h34, la caméra de bord montre la Lexus faire marche arrière. La Lexus ne s'est pas arrêtée à la sortie du parking. Ma mère a compté à voix haute avant de démarrer. L'audio l'a capturé. Elle a dit 1, 2, 3, 4, 5 enfants dans sa voiture. Pas 6. Elle est partie. L'entraîneuse Tara a vu la voiture s'en aller. Elle a supposé que ma mère faisait le tour pour récupérer Lily de l'autre côté du cabanon de matériel. Elle n'a rien envisagé d'autre, car elle n'avait jamais eu de raison de le faire. L'entraîneuse Tara est une bonne personne. Les bonnes personnes font ce genre de suppositions. Lily est restée près de la cage à matériel pendant 17 minutes. À 17h45, elle a sorti son téléphone pour enfants. Elle m'a appelé en premier. Elle m'appelait toujours en premier. J'étais en train de dicter une requête dans un dictaphone dans mon bureau et mon téléphone était en mode silencieux. Elle m'a laissé un message vocal. Il durait 19 secondes. Je l'ai réécouté plus de fois que je ne saurais le dire. Maman, je crois que mamie m'a oublié. Je vais attendre un peu. Ça va. J'ai mon manteau. Elle a raccroché. Le téléphone affichait 38% de batterie. Elle l'a remis dans sa poche. Elle a attendu encore 6 minutes. Puis elle a marché sur 4 pâtés de maison. Sa marche l'a menée le long d'Asylum Avenue jusqu'au coin de Prospect Street, passant devant une pharmacie fermée, une station-service aux lumières allumées et une rangée de maisons individuelles. Le trottoir était irrégulier près de la station-service. Elle gardait la tête baissée à cause du vent soulevé par les voitures sur l'avenue. Elle a croisé 3 personnes qui ne l'ont pas regardée. Elle avait 8 ans, portait une veste bleue et marchait d'un pas décidé. Les gens supposent que les enfants qui marchent d'un pas décidé appartiennent à quelqu'un. À 17h52, elle s'est assise sur le banc métallique de l'arrêt de bus au croisement d'Asylum et de Prospect. Le panneau au-dessus du banc indiquait la ligne de bus route 60, avec une petite ligne en dessous mentionnant « Dernier service le samedi à 19h42 ». Elle ne savait pas lire les horaires de bus. Elle savait que sa loutre béant était dans sa poche. Elle savait que sa grand-mère avait un téléphone. Elle a appelé ma mère. Cette partie de l'histoire existe pour moi sous forme de fichier audio sur mon ordinateur. Un enregistrement d'1 minute et 4 secondes que l'application Bark a capturé automatiquement parce que j'avais signalé le numéro de ma mère 7 mois plus tôt. Lily ne savait pas que l'application enregistrait. Ma mère ignorait que l'application existait. En quelques secondes, le fichier s'est retrouvé sur un serveur à Salt Lake City. Lily a dit « Mamie, c'est moi. Je suis à l'arrêt de bus sur Asylum. Est-ce que tu m'as oublié ?» Il y a eu un silence du côté de ma mère. J'ai écouté ce silence 40 fois. Il dure 3 secondes. On peut entendre la voix de mon père en arrière-plan demander « C'est qui ?» Ma mère ne lui répond pas. Puis elle parle dans le téléphone, de cette voix qu'elle réserve aux serveurs qui la font attendre. C'est calme. C'est clair. C'est la voix qu'elle m'a appris à redouter et à avoir honte quand j'avais 9 ans, arrête de nous embarrasser. Toi et ta propre mère bonne à rien ne faites plus partie de cette famille. Nous ne transportons pas de déchets. En arrière-plan, on entend un couteau sur une planche à découper. 3 coups courts. Puis la ligne coupe. Après le clic, on entend à nouveau la voix de mon père, un peu plus forte, « Patricia, c'était qui ?» Ma mère répond sur un ton monocorde, « Personne. » L'enregistrement s'arrête à 1 minute et 4 secondes. Après cela, ma mère s'est remise à couper. Mon père, non. Il s'est levé. Il est allé dans la salle à manger. Il n'a encore rien dit. Mais ce fut le moment où mon père a pris sa décision. Lily a posé le téléphone sur le banc. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Elle tenait béant sur ses genoux à 2 mains. Elle regardait le panneau du bus. Elle regardait la rue vide. Elle a mis sa capuche car le vent s'était levé. Il était 18h08. Le soleil s'était couché 14 minutes plus tôt. Une femme a remonté le trottoir, les mains dans les poches de son manteau. Elle avait 70 ans. Elle portait un manteau de laine marron avec une pièce reprisée au coude gauche. Elle venait de finir son café dans un petit établissement au coin de la rue appelé Béant & Vine. Elle rentrait chez elle, 2 pâtés de maison plus au sud. Elle a vu Lily. Elle n'est pas passée devant elle.
Elle s'est assise sur le banc, laissant un espace d'un pied entre elles, comme on le fait pour ne pas brusquer un animal effrayé. Elle a dit, ma puce, je peux m'asseoir ici? J'ai mal au genou. Lily a hoché la tête. La femme a attendu environ 30 secondes. Puis elle a demandé, comment tu t'appelles, ma chérie? Lily a répondu, je m'appelle Lily Holloway. Ma mamie m'a oublié. Elle a dit, nous ne transportons pas de déchets. Le visage de la femme n'a pas scié. Elle a regardé le panneau de bus, puis la rue vide, puis Lily. Ensuite, elle a fait un geste discret. Elle a glissé sa main dans la poche de son manteau pour y chercher son téléphone. Elle ne l'a pas sorti tout de suite. Si vous avez déjà été le parent qui reçoit un appel téléphonique inattendu et qui a dû garder son calme parce que les personnes à l'autre bout du fil avaient besoin de vous voir serein. Laissez un mot dans les commentaires. Un seul. Le premier qui vous vient à l'esprit. Je les lis tous. Chacun d'eux. Elle a gardé le téléphone dans sa poche encore un instant. Elle s'est tournée pour regarder Lily, qui serrait toujours béant de ses deux petites mains, les yeux fixés sur le panneau d'arrêt de bus comme si le fixer assez longtemps allait faire arriver le bus. Puis Eleanor, même si Lily ne connaissait pas encore son nom, a sorti son téléphone et a composé le 911. Elle n'a pas activé le haut-parleur. Elle n'a pas haussé la voix. Lorsque le répartiteur a répondu, elle a dit d'un ton forgé par 30 ans d'expérience dans ce domaine exact, mineur de 8 ans abandonné par sa famille après un événement sportif de jeunesse. Aucun adulte de retour. La température ambiante baisse après le coucher du soleil. Je suis une ancienne inspectrice principale du DCF, département des services de l'enfance et de la famille, du Connecticut. L'enfant est calme mais à froid. Nous sommes à l'angle d'Asylum Avenue et de Prospect Street. Il y a eu un court silence du côté du répartiteur. Le genre de silence qui survient lorsqu'un répartiteur reconnaît la terminologie professionnelle et réorganise tout le protocole d'appel. Puis le répartiteur a dit, officier Rowling, restez en ligne, s'il vous plaît. Eleanor a demandé doucement à Lily, ma chérie, quel est ton nom de famille? Ils en ont besoin. Holloway, a dit Lily, Holloway. Le répartiteur l'a entendu. Eleanor l'a entendu. Les sourcils d'Eleanor se sont légèrement soulevés. Elle n'a rien noté par écrit. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'en souvenait. La voiture de police est privée à 18h18. L'officier Nathan Boyd, de l'unité de liaison communautaire de la police de West Hartford, s'est garé le long du trottoir, gyrophares éteints, car Eleanor avait dit au répartiteur qu'il n'était pas nécessaire d'allumer les feux. L'officier Boyd est descendu, s'est agenouillé à la hauteur de Lily, et lui a demandé si elle avait besoin d'eau. Lily a dit non. Il lui a demandé si elle pouvait lui donner le numéro de téléphone de sa mère. Elle le lui a récité de mémoire. Il l'a noté. Puis il s'est tourné vers Eleanor et a dit, « Madame, puis-je prendre une déclaration rapide ?» Eleanor a répondu, après l'avoir mise au chaud, « S'il vous plaît. » L'officier Boyd a hoché la tête. Il a aidé Lily à s'installer à l'arrière de la voiture avec son sac à dos. Eleanor est montée à l'avant. Ils ont roulé pendant 4 minutes jusqu'au commissariat, qui était chaud, bien éclairé et calme. À 18h35, l'officier Boyd a appelé mon numéro depuis le téléphone de bureau du service de la protection de la jeunesse. Mon téléphone était sur silencieux. L'écran de l'appelant s'est éclairé, police de West Hartford. J'étais assise dans la petite salle de réunion de notre cabinet, au 17e étage. J'étais en train de relire les notes de bas de page d'une requête pour une audience le lundi. L'imprimante derrière moi fonctionnait encore. J'ai décroché à la deuxième sonnerie, « Madame Holloway, ici l'officier Nathan Boyd, de la police de West Hartford. Votre fille est en sécurité. Elle est à notre commissariat. Pouvez-vous parler? » Oui. Il m'a raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'une inconnue avait appelé le 911. Il m'a dit que Lily était au chaud, en train de dessiner sur une feuille de papier. Il m'a répété ce que Lily lui avait raconté au sujet des paroles de ma mère. Il a utilisé les mots exacts. Il a marqué une pause après chacun d'eux, comme on le fait par précaution avec un parent à l'autre bout du fil. J'ai tout écouté. J'ai dit, d'accord. Il y a eu un blanc de son côté. Il s'attendait probablement à un bruit, un soupir, un sanglot, une question. Il n'a rien eu de tout cela.
Il a dit doucement, Madame Holloway, est-ce que ça va? J'ai répondu, je quitte Boston dans 5 minutes. Je serai là à 20h15. S'il vous plaît, gardez-la au chaud, et s'il vous plaît, demandez à l'inconnue de rester si elle accepte de faire une déposition écrite. Elle l'a proposé d'elle-même avant que je ne le lui demande. Merci, officier. J'ai raccroché le téléphone. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai fermé le dossier. Je suis sorti dans le couloir. Mon associé, Eve Sturgis, travaillait tard à son bureau. J'ai frappé à sa porte ouverte. Elle a levé les yeux. J'ai dit, Eve, j'ai besoin de toi pour une session de rédaction à 1h du matin cette nuit. Urgence familiale, mais la mienne cette fois. Elle a fermé son ordinateur sans dire un mot. J'ai fait les 90 minutes de route jusqu'à West Hartford, de la manière dont on conduit quand on ne peut pas se permettre de pleurer au volant. Les mains à 10h10, le régulateur réglé à 68 000 par heure, environ 110 km/h, la radio éteinte. J'ai franchi la frontière du Massachusetts à 18h51. J'ai passé la limite de Hartford à 19h22. J'ai passé 3 appels téléphoniques en route. Le premier appel était pour Eve. Je lui ai donné les grandes lignes, un arrêt de bus, une enfant de 8 ans, une grand-mère qui avait prononcé une phrase impardonnable. Je lui ai dit de commencer à rédiger une demande d'ordonnance de protection d'urgence en vertu du chapitre 209 A au nom d'une mineure, ex parte, à déposer le lundi matin. Je lui ai dit que les pièces justificatives suivraient dans les 12 heures. Elle a répondu, je serai au bureau dès 21h ce soir. Le deuxième était pour Andrew, qui se trouvait déjà sur l'Interstate 95 près de New Haven, rentrant en hâte de Manhattan parce qu'il avait vu le nom d'Eleanor Pratt s'afficher sur la liste des contacts d'urgence de Lily lorsque la police avait mis à jour la base de données scolaires. Il pleurait. Il a demandé, comment va-t-elle? J'ai répondu, elle est calme. Elle a dessiné un arbre. Il a dit, je te retrouve à ton appartement d'ici 22 heures. Le troisième appel, je l'ai passé 2 fois. La première fois, mon père n'a pas répondu. J'ai laissé sonner 6 fois. J'ai rappelé. La deuxième fois, il a décroché avant la fin de la première sonnerie. Il a dit, Laura. Sa voix était celle d'un homme qui attendait que le téléphone sonne. J'ai dit, papa, Lily est au commissariat de West Hartford. Elle a été abandonnée à un arrêt de bus à 17h30. Maman a dit des choses lors d'un appel téléphonique. J'ai besoin que tu fasses exactement ce que je vais te dire, et je t'expliquerai tout demain matin quand je te verrai. Il a dit, dis-moi. J'ai besoin que tu m'apportes le journal. Il a gardé le silence un court instant. Puis il a dit, je serai à Boston avant le lever du soleil. Laura, j'ai autre chose aussi. Quelque chose que j'ai mis sous scellé en mars de l'année dernière. Je l'apporterai aussi. Je ne lui ai pas demandé ce que c'était. J'ai dit, merci, papa. Ne lui dis pas que tu viens. Je ne lui ai plus rien dit depuis 14 mois, a-t-il répondu. Il a raccroché. J'ai poursuivi ma route sans radio. Je suis arrivé au commissariat à 20h17. L'officier Boyd m'a accueilli au bureau d'accueil. Il m'a conduite au bout d'un couloir éclairé par 2 néons vifs. Il a ouvert la porte d'un petit bureau meublé d'un canapé, d'une table basse et d'une chaise pour enfants. Lily était sur le canapé. Elle avait une feuille de papier sur ses genoux. Elle dessinait avec un crayon de couleur rouge. Son dessin représentait un arbre, un érable du Japon d'après la forme des feuilles, et 2 petites chaises installées en dessous. Les chaises étaient de la même taille. Elle a levé les yeux. Elle m'a vu. Elle n'a pas couru. Elle n'a pas pleuré. Elle a dit, maman, voici Eleanor. Elle a un chien qui s'appelle Bartleby. Eleanor était assise sur la petite chaise face au canapé. Elle ne s'est pas levée. Elle m'a fait un signe de tête. Son visage était de ceux que j'apprendrais à connaître plus tard, le visage de tous les enquêteurs des services sociaux que j'avais croisés autour d'une table de déposition. Bienveillant, imperturbable et à qui il est impossible de mentir. Je me suis agenouillé devant Lily. J'ai touché sa main, coucou, ma puce. Tu as froid. Elle a répondu, plus maintenant. Eleanor m'a tendu sa tasse de café pour que je la tienne, tu as mangé? L'officier Boyd m'a donné une barre de céréales. J'ai regardé l'officier Boyd, qui a fait semblant de ne rien remarquer.
J'ai pris Lily dans mes bras. Elle avait 8 ans, mais elle était petite pour son âge. Elle s'est laissée faire, et je l'ai serrée contre moi 10 secondes de plus que je ne l'avais jamais fait auparavant. Puis je l'ai reposée. Je lui ai dit que je devais parler à Eleanor pendant 1 minute. Eleanor et moi nous sommes éloignés dans un coin du bureau. Elle a sorti une petite carte de visite de la poche de son manteau. Elle était cornée. Les lettres y étaient en relief, le genre de carte imprimée dans les années 90. Elle me l'a tendue. J'ai lu la première ligne, Eleanor Pratt. J'ai lu la deuxième ligne, enquêtrice principale, ministère des services de l'enfance et de la famille du Connecticut, retraitée. J'ai levé les yeux. Eleanor m'a dit, Madame Holloway, j'ai travaillé dans ce service de 1990 à 2020. Je vais inclure quelques éléments dans ma déposition écrite qui, je pense, auront de l'importance pour vous demain. L'un d'eux est un nom. Si vous me donnez un numéro de téléphone valide ce soir, je vous l'enverrai par SMS avant de dormir. Je lui ai donné mon numéro. Je ne lui ai pas demandé de quel nom il s'agissait. Je savais déjà. J'ai ramené Lily à Boston, avec la carte d'Eleanor dans la poche de mon manteau et la promesse de sa déposition sur mon téléphone. Lily s'est endormie contre la vitre avant que nous ne dépassions Sturbridge. Andrew était à mon appartement quand nous sommes arrivés à 22h30. Il a porté Lily à l'intérieur. Il l'a installée sur le canapé sous un édredon. Et a embrassé son front. Il m'a demandé doucement, « De quoi as-tu besoin ?» J'ai dit, « J'ai besoin de toi ici ce soir. J'ai besoin que tu sois le parent pour les 10 prochaines heures. » Il s'est assis à la table de la cuisine et est resté. À 21h02, je m'étais arrêté sur une aire de repos à Sturbridge pendant le trajet pour m'envoyer une liste par email. J'ai ouvert mon ordinateur sur le comptoir de la cuisine et j'ai écrit le nom du fichier. Je l'ai intitulé Dimanche matin. J'ai écrit 12 points dans l'ordre. Chaque point désignait une personne, un document ou une étape. Chaque point commençait par un verbe d'action. Je vais la lire exactement telle que je l'ai rédigée. 1. Appeler la ligne d'urgence du DCF du Massachusetts, MADCF. Faire un signalement. Demander un signalement conjoint avec le DCF du Connecticut. 2. Briefer Eve. Rédiger la demande d'ordonnance d'urgence du chapitre 209A. Objectif de dépôt lundi à 9h. Requête ex parte auprès du tribunal des affaires familiales de Suffolk au nom de la mineure. 3. Mon père apporte le journal à 3h40 du matin. Confirmer la chaîne de traçabilité des preuves et l'ajouter au dossier de preuves. 4. Demander à l'entraîneuse Tara Brigg les enregistrements de sa caméra de bord. Confirmer qu'elle peut signer une déclaration écrite sous serment. 5. Demande d'accès aux documents administratifs, FOIA, à la police de West Hartford pour l'audio du 911. Eve la déposera lundi matin. 6. Envoyer le clerc de notaire paralégal sur Asylum Avenue. Frapper aux portes des maisons en face de l'arrêt de bus. Localiser les images de Sonnet Ring entre 17h45 et 18h18. 7. Extraire les enregistrements de l'application Bark du cloud. Confirmer 23 appels signalés entre Patricia et Lily en 2025. 8. Extraire l'appel de 17h52. Horodater et transcrire. Identifier l'extrait de 31 secondes le plus net pour diffusion. 9. Envoyer un email au directeur de l'école de Lily. Confirmer la liste des contacts d'urgence. Confirmer le retrait de Patricia. 10. Envoyer un email au président de la Ligue de football. Joindre une copie du code de conduite. Demander une réunion lundi pour l'exclusion de la grand-mère. 11. Appeler le bureau de Riley. Demander spécifiquement son affectation en tant qu'enquêtrice principale du MADCF. 12. Recevoir la déposition écrite d'Eleanor Pratt. Lui demander de quel nom il s'agit. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai relu la liste 2 fois. J'ai ajouté un dernier mot en rouge tout en bas. Le mot était « respirer ». Je ne respirais pas encore. À 22h30, j'ai appelé la ligne d'urgence 24H24 du DCF du Massachusetts. J'ai décliné ma qualité à 2 reprises, une fois en tant que déclarante obligatoire de par ma licence d'avocate, et une autre fois en tant que mère biologique de l'enfant.
J'ai exposé les faits. J'ai donné l'horodatage de l'enregistrement de l'appel. J'ai demandé une compétence conjointe avec le DCF du Connecticut car l'incident s'était produit à West Hartford et l'enfant résidait à Boston. J'ai demandé à l'agente d'accueil, une femme nommée Bridget qui devait avoir la quarantaine et qui ne semblait pas surprise, de signaler le dossier avec 2 éléments de contexte. Le premier était l'enregistrement Bark de 17h52. Le second était l'existence d'un dossier antérieur du DCF du Connecticut datant du printemps 2000, impliquant le même auteur présumé et une autre mineure au centre commercial West Farm Mall. Elle a marqué une pause. Je l'entendais taper sur son clavier. Elle a dit, « Madame, c'est une demande exceptionnellement précise. » J'ai répondu, « J'étais cette autre mineure. » Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Demande de continuité de l'enquêtrice principale par la déclarante. » C'est noté. Je transmets cela immédiatement à notre superviseur de garde du week-end. Elle m'a donné mon numéro de dossier. Elle m'a indiqué un délai de rappel de 72 heures. Je lui ai dit, merci. À 23h14, mon père a appelé depuis sa voiture garée dans son allée. Il n'était pas rentré dans la maison. Il n'avait pas réveillé ma mère. Il était assis dans l'obscurité, le chauffage en marche. Il a dit, Laura, je tiens un journal depuis 14 mois. Je te l'apporte à Boston d'ici le matin. J'ai dit, ne t'excuse pas encore. Apporte le carnet. Il a ajouté, j'ai autre chose aussi. Quelque chose que j'ai mis sous scellé en mars de l'année dernière, la semaine suivant mon diagnostic. J'ai dit, apporte-le. Il a dit, Laura, elle vient d'écarter le rideau de notre chambre. Elle m'observe depuis la fenêtre du premier étage. J'ai dit, démarre. Il a répondu, je roule déjà. Il a raccroché. J'ai entendu sa porte de garage se refermer doucement au téléphone, comme s'il ne voulait pas que le bruit la réveille. Plus tard, j'ai appris qu'il n'avait pas levé les yeux vers sa fenêtre une seule fois. À 10h08 le lendemain matin, Montclair, Holden, m'a envoyé un SMS depuis l'angle d'Asylum et de Prospect Street. Il faisait du porte-à-porte depuis 40 minutes. Il avait trouvé une sonnette ring directement en face de l'arrêt de bus, fixée sur le porche d'une petite maison bleue appartenant à un ingénieur civil à la retraite nommé Wesley Callaway. Wesley avait de l'art à 18h18 Vatrish Xutinen Shinmin BNG Estumo. Wesley avait entendu l'agitation à 18h18 et avait extrait les images lui-même par curiosité. Il avait vu Lily sur l'écran de son téléphone. Il attendait que quelqu'un vienne lui demander. Holden m'a envoyé le fichier à 13h14. La vidéo durait 4 minutes. Elle montrait Lily s'approcher du banc à 17h56. Elle la montrait assise seule pendant 12 minutes. Elle montrait Eleanor s'approcher par la gauche à 18h08. Elle montrait la voiture de patrouille de l'officier Boyd arriver à 18h18. Elle montrait tout. Au même instant, l'entraîneuse Tara Brigg a répondu à mon email depuis sa propre cuisine à West Hartford, où elle était restée éveillée à s'inquiéter. Son fichier de caméra de bord est arrivé via WeTransfer 2 minutes plus tard. 2,3 gigaoctets, 2 minutes et 21 secondes de vidéo haute définition dirigée droit vers le parking et la Lexus argentée de ma mère. J'ai parcouru la vidéo. J'ai trouvé le moment où ma mère comptait à voix haute. Je l'ai rejoué 3 fois, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fermé le fichier et j'ai ouvert un document Word. J'y ai écrit une phrase pour moi-même. La phrase disait, elle savait exactement combien elle en emmenait. À 3h40 du matin, mon père a frappé à la porte de mon appartement. J'ai ouvert. Il portait un pardessus bleu marine que je n'avais pas revu depuis les funérailles de ma grand-mère. Il tenait 2 choses dans ses mains. La première était un carnet Moleskine noir, usé et aux coins assouplis. La deuxième était une enveloppe Kraft scellée à la cire rouge, datée et notariée du 14 mars 2024. Il m'a donné le journal en premier. Je me suis assise sur le comptoir de la cuisine et je l'ai ouvert. La première note était datée de fin novembre 2024, le lendemain de Thanksgiving. L'écriture était petite et soignée. On y lisait, Pat a installé Lily sur la chaise du coin. A dit à Megan, ce n'est pas vraiment une des nôtres, mais on fait avec. Lily l'a entendu. Elle a continué à manger. Pat m'a souri en le disant. Je n'ai rien dit. Je ne dis toujours rien. J'ai continué ma lecture. Il y avait des notes de décembre, de janvier, de chaque mois.
La note du 14 juin indiquait, Pat a d'abord dit à Lily sur le porche, ta mère a quitté la famille. Toi aussi. 3e fois ce mois-ci. Je l'ai entendu le dire. Lily n'a pas levé les yeux. Je garde ce carnet parce que je sais qu'il est trop tard pour moi. Il y avait 41 notes dans le carnet. Chacune d'elles décrivait une cruauté administrative subtile. Chacune était signée en bas avec les initiales de mon père et la date. Collé à l'intérieur de la couverture arrière, sur un petit carton plié, se trouvait un coin déchiré de la brochure de l'agence d'adoption de 2017. Il l'avait trouvé dans le tiroir de son bureau en mai de l'année précédente, m'a-t-il dit, alors qu'il cherchait ses lunettes. Il ne lui avait posé aucune question à ce sujet. Il l'avait simplement mis dans sa poche et s'en était allé. Ensuite, il m'a tendu l'enveloppe. J'ai brisé le seau de cire. À l'intérieur se trouvait une déclaration sous serment notarié. 5 pages, double interligne, avec la signature de mon père sur chaque page. Cette déclaration énumérait 11 événements précis survenus entre 2017 et 2024, au cours desquels il avait personnellement vu Patricia Holloway adopter des comportements qu'il considérait, en tant qu'époux depuis 41 ans, comme moralement et affectivement préjudiciables pour sa petite-fille biologique. 11 incidents datés, décrits, posés. La déclaration se terminait par cette phrase, « Je fais cette déclaration de mon plein gré et sous peine de parjure, en prévision du fait qu'un tribunal compétent puisse, à une date future, exiger des preuves dans une affaire relative au bien-être de l'enfant mineur Lily Holloway. » Signé, Howard Holloway, attesté et notarié par Spencer Ainsworth, avocat. Date, 14 mars 2024. Je l'ai lu 2 fois. J'ai levé les yeux vers mon père. Je lui ai posé la seule question que j'avais, pourquoi as-tu attendu? Il s'est assis en face de moi. Il a regardé ses mains. Il a dit, parce qu'il fallait qu'elle le fasse là où je pouvais le prouver, et j'avais besoin de savoir si j'allais survivre assez longtemps pour témoigner. Sa radiothérapie s'était terminée en novembre 2024. Son taux de PSA était revenu normal en février. Il avait gardé cette enveloppe lors de chaque rendez-vous médical. J'ai refermé l'enveloppe. Je l'ai placée dans une pochette Kraft neuve. J'ai étiqueté la pochette, pièce justificative J. Il était à présent 4h12 du matin. Le soleil se lèverait à 6h56. Le premier appel téléphonique partirait à 8h14. Si vous avez déjà passé une nuit blanche parce qu'un être cher avait besoin que vous soyez prête au matin, laissez un cœur dans les commentaires. Pas pour moi, pour vous-même, pour cette nuit-là, pour ce que vous avez accompli. Je les lis tous. À 8h14 le dimanche 12 octobre 2025, le téléphone de ma mère a sonné alors qu'elle préparait son café au comptoir de sa cuisine. Elle a regardé l'écran. Le nom affiché était Whitfield Conroy LLP. Sturgis. Elle ne l'a pas reconnu. Elle a jeté un coup d'œil vers mon père, qui était rentré à 6h du matin et était assis à la table de la cuisine en train de lire le journal de la veille. Il n'a pas levé les yeux. Ma mère a répondu, « Allô, ici Patricia Holloway. » Madame Holloway, ici Eve Sturgis du cabinet Whitfield Conroy LLP. Je représente votre fille. Il s'agit d'une notification de courtoisie. Demain matin à 9h, mon cabinet déposera une demande d'ordonnance de protection d'urgence en vertu du chapitre 209A auprès du tribunal des affaires familiales du comté de Suffolk, au nom de la mineure Lily Holloway. La requête sera examinée ex parte. Vous êtes informé, au nom de ma cliente, que dans l'attente de cette audience, tout contact avec la mineure, direct, indirect ou par l'intermédiaire d'un tiers, sera signalé au tribunal et pourra faire l'objet de poursuites pour outrage criminel au tribunal. Un dossier officiel sera livré à votre domicile aujourd'hui avant 13h. Comprenez-vous ce que je viens de vous dire? Ma mère a dit, je comprends. Elle n'a rien ajouté d'autre. Eve a conclu, merci, Madame Holloway. Bonne journée. La ligne a coupé. Ma mère a posé le téléphone sur le comptoir. Elle n'a pas repris sa tasse de café. Elle a regardé mon père, Howard? Mon père a tourné une page du journal, oui. Elle a demandé, est-ce que c'était? Il a répondu, oui. Elle n'a pas terminé sa phrase. 88 minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Elle a décroché. Elle a lu l'écran, Magska Riley. Elle est restée immobile pendant 11 secondes. Je tiens cela du témoignage de mon père, qui l'observait depuis la table de la cuisine. Il a compté les secondes dans sa tête,
parce qu'il voulait s'en souvenir. Sa main droite a commencé à trembler. Elle a tourné son visage vers mon père. Sa voix est sortie faible, plus faible que je ne l'avais jamais entendue, c'est la femme du centre commercial. Mon père a posé son journal, oui. Elle a mis le téléphone sur haut-parleur. Elle l'a fait avec un tremblement tel que le téléphone a glissé de 2 cm sur le comptoir en granit avant qu'elle ne parvienne à le stabiliser. La voix à l'autre bout du fil était celle de Catherine Riley, enquêtrice principale au département des services de l'enfance et de la famille du Massachusetts, plus âgée de 25 ans que lorsqu'elle était jeune enquêtrice au bureau du DCF de Hartford dans le Connecticut. Et qu'elle avait signé un rapport de classement sans suite concernant une fillette de 9 ans trouvée seule au centre commercial West Farm Mall au printemps 2000. Riley a dit, « Madame Holloway, ici Catherine Riley du DCF du Massachusetts. Nous nous sommes déjà parlé. » Ma mère n'a rien dit. Riley a poursuivi. Sa voix était celle d'une femme qui faisait ce métier depuis si longtemps qu'elle était devenue plus efficace qu'émotive. Et la voix de l'efficacité dénuée d'émotion est la voix la plus terrifiante qui soit. Elle a poursuivi, un signalement a été enregistré hier soir par Madame Laura Holloway, déclarante obligatoire et mère biologique de Lily Holloway, âgée de 8 ans. Une compétence conjointe a été établie avec le DCF du Connecticut. Des éléments d'enquête ont été transmis par la police de West Hartford, par une déposition de témoins fournie par Eleanor Pratt, dont vous vous souvenez peut-être, et par des documents complémentaires fournis par la partie plaignante. Vous êtes tenu de vous présenter à notre bureau de Boston le mercredi 15 octobre à 9 h pour un entretien officiel. Vous pouvez être assisté d'un avocat. Ma mère a chuchoté, d'accord. Riley a ajouté, Madame Holloway, la politique de notre service m'impose également de vous informer de ce qui suit, j'ai personnellement demandé à être saisi de ce dossier. J'ai fermé votre dossier de l'an 2000 à la demande de votre mari. Je ne commettrai plus cette erreur. Bonne journée. La ligne a coupé. Ma mère s'est assise pour la première fois de la matinée. Elle s'est assise sur la chaise qui avait été attribuée à ma fille lors du dernier Thanksgiving, la chaise du coin, la plus proche de la cuisine. Mon père s'est levé. Il ne l'a pas regardée. Il est allé dans le salon. Il a sorti son téléphone et a appelé Daniel. Daniel a décroché à la première sonnerie. La réunion du mardi était fixée à 16 h chez mes parents à West Hartford. Ma mère avait demandé cette réunion le dimanche après-midi, 1 heure après l'appel de Riley, dans un SMS qu'elle m'avait envoyé, nous devons en parler en famille. S'il te plaît, viens mardi. Il n'est pas nécessaire d'impliquer des personnes extérieures. J'ai répondu par un unique email qui disait, je serai présente mardi à 16 h. Eve Sturgis assistera en tant que conseil. Catherine Riley assistera en tant qu'enquêtrice. Howard, Daniel et Megan ont confirmé leur présence. Ni nourriture ni boisson ne seront servies. Ce n'est pas un repas. Elle n'a pas répondu. Le lundi matin à 9 h, Eve a déposé la requête 209A auprès du tribunal des affaires familiales du comté de Suffolk. Le juge Voss l'a examinée ex parte à 9 h 45. Il a accordé une ordonnance temporaire à 10 h 03. L'audience plénière a été fixée au 18 novembre. L'ordonnance temporaire comprenait une clause de non-contact dans l'attente de l'audience. L'ordonnance a été signifiée à l'adresse de ma mère par coursier recommandé à 13 h 11. Ma mère a signé l'accusé de réception elle-même. Le lundi après-midi, Daniel m'a appelé. Il n'a pas dit grand-chose. Il a dit, Laure, je viens mardi. Megan vient aussi. Ne t'en fais pas pour nous. J'ai répondu, Daniel, je n'ai pas besoin d'alliés. J'ai besoin de témoins. Il a dit, tu auras les deux. Le mardi à 15 h 56, je me suis garé le long du trottoir dans la rue de mon enfance. Eve s'est garée derrière moi. Catherine Riley est arrivée dans une autre voiture 1 minute plus tard. Nous ne nous sommes pas parlé dans l'allée. Nous nous sommes avancés ensemble vers la porte. Mon père a ouvert avant que nous ne frappions. Dans le salon, ma mère était assise sur sa chaise habituelle. Elle avait quand même préparé du café sur la table. La cafetière fumait. Il y avait 6 tasses. Elle n'avait pas pu s'en empêcher. Je n'ai pas touché au café. Je me suis assise au milieu du canapé. Eve s'est installée à ma gauche et a ouvert son ordinateur. Riley s'est assise à ma droite et a ouvert un dossier relié en carton marron. Daniel et Megan étaient assis sur la causeuse en face de mes parents. Mon père a pris la chaise à côté de ma mère.
Il a posé ses deux mains à plat sur ses genoux et a regardé droit devant lui. J'ai attendu que la pièce soit totalement silencieuse. Ma mère a dit, Laura, c'est tout? J'ai dit, je lis le document numéro 1. Eve a allumé son ordinateur. Le projecteur qu'elle avait installé plus tôt a projeté un petit carré lumineux sur le mur au-dessus de la cheminée. Ce carré affichait un arrêt sur image. Le document numéro 1 était l'enregistrement de la sonnette ring du Porsche de Wesley Callaway sur Asylum Avenue. La vidéo a été diffusée pendant 1 minute. Ma mère a vu sa petite fille entrer dans le champ à 17h56, s'asseoir sur un banc en métal, serrer sa loutre en peluche et attendre pendant 12 minutes dans l'obscurité. Elle a vu Eleanor s'approcher par la gauche. Elle a vu la voiture de police arriver. La pièce est restée silencieuse quand la vidéo s'est arrêtée. Ma mère n'a rien dit. J'ai dit, document numéro 2. Les images de la caméra de bord de l'entraîneuse Tara ont été diffusées ensuite. On y voyait la Lexus argentée de ma mère entrer sur le parking. On voyait de 5 enfants courir vers la voiture. On voyait l'entraîneuse Tara traverser le champ et dire à ma mère que Lily attachait encore ses crampons. On voyait ma mère remonter sa vitre. On voyait la Lexus reculer. On entendait la voix de ma mère sur la bande sonore, claire et posée, comptant à voix haute, 1, 2, 3, 4, 5, ma mère a fermé les yeux au moment du décompte. J'ai dit, document numéro 3. L'appel au 911 a retenti depuis les haut-parleurs de mon ordinateur portable. La voix d'Eleanor, l'hésitation du répartiteur, Lily épelant son nom de famille au récepteur, HOLLOWAY. La main droite de ma mère s'est remise à trembler. Une fois l'appel terminé, ma mère a dit, elle a du mal me comprendre. Mon père a dit, sans la regarder, non, elle n'a pas mal compris. C'était la première fois en 41 ans de mariage que mon père contredisait publiquement ma maman. J'ai dit, document numéro 4. J'ai appuyé sur lecture. L'enregistrement barque de 17h52 le samedi a retenti dans les haut-parleurs. La voix de Lily est venue en premier. Petite, Polly, mamie, c'est moi. Je suis à l'arrêt de bus sur Asylum. Est-ce que tu m'as oublié? Puis le silence. Puis la voix de mon père en arrière-plan dans la cuisine. Puis la voix de ma mère. Calme, nette, sans appel, arrête de nous embarrasser. Toi et ta propre mère bonne à rien ne faites plus partie de cette famille. Nous ne transportons pas de déchets. Le bruit du couteau sur la planche. Le clic. L'enregistrement s'est arrêté. 8 secondes de silence total dans le salon. Daniel a parlé le premier. Sa voix était nouée, maman, ce n'est pas un malentendu. Megan, qui n'avait pas dit un mot, a posé sa main sur le genou de Daniel et l'a serré. Ses articulations étaient blanches. Elle a dit, Patricia, mes enfants étaient dans ta voiture. Les miens y étaient. Ma mère a levé les yeux vers Megan, je n'aurais jamais fait cela à tes enfants. Riley, sans lever les yeux de son dossier, a commenté, nous savons que c'est le schéma habituel. Ma mère s'est tournée pour regarder Riley pour la première fois. Riley n'a pas soutenu son regard. J'ai dit, document 5 à 7. J'ai ouvert un dossier personnel. Le document numéro 5 était le journal de mon père. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai posé sur la table basse, ouvert à la page du 28 novembre. Ma mère a vu l'écriture petite et appliquée de son mari décrivant la chaise d'angle à Thanksgiving. Elle a soulevé le carnet. Elle l'a refermé. Elle l'a reposé. Sa main est restée posée sur la couverture. Le document numéro 6 était une liasse de 3 pages. La première page était la lettre anonyme originale envoyée en 2017 au proviseur du lycée d'Andrew Reed. La tache de café sur le coin était visible sous la lumière blanche. Ma mère a tressailli. La deuxième page était un rapport d'analyse graphologique. Eve l'avait commandé à un expert en documents agréé à Boston 6 mois plus tôt, au moment précis où je lui avais dit que j'étais prête. Le rapport concluait avec un degré de certitude de 96% que la lettre avait été écrite par Patricia Holloway, d'après une comparaison avec une carte de vœux que ma mère m'avait envoyée en 2023. La troisième page était un relevé d'appel de l'agence d'adoption de Stanford datant d'avril 2017, indiquant le numéro de notre ligne fixe familiale comme numéro d'origine et son nom complet écrit dans la note de réception de l'agence. Ma mère n'a pas levé les yeux de la table. J'ai dit, document numéro 7. J'ai posé une feuille de papier face cachée sur la table. Puis je l'ai retournée.
C'était un rapport d'incident du DCF du Connecticut daté de mai 2000. Le numéro de dossier était imprimé en haut. La source du signalement était un agent de sécurité du centre commercial West Farm Mall. Le sujet mineur était une fillette de 9 ans nommée Laura Holloway. L'événement signalé était l'abandon par un parent dans un lieu public pendant une durée estimée à 50 minutes. L'enquêtrice désignée en bas de page était Catherine Riley. L'enquêtrice principale chargée de la supervision était Eleanor Pratt. Le dossier avait été classé à la demande de la famille sans autre suite, après que mon père eut rencontré les deux enquêtrices et fourni ce qui était décrit dans le dossier comme une explication satisfaisante. J'ai laissé ma mère regarder le rapport pendant 10 secondes. Puis Riley a parlé. Elle n'a pas haussé le ton, Madame Holloway, j'ai fermé votre dossier en 2000 à la demande de votre mari. Je n'aurais pas dû. Je ne commettrai plus cette erreur. La bouche de ma mère s'est entr'ouverte. Elle a dit, si vous saviez seulement à quel point c'était difficile d'élever. Je l'ai coupé. Je me suis levé. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin, tu n'as pas le droit de finir cette phrase dans cette pièce. Pas aujourd'hui. Je l'ai regardé pour la première fois depuis notre arrivée, pendant 8 ans, je t'ai laissé raconter à tout le monde que j'avais quitté cette famille. Je ne t'ai jamais contredite. À la place, je t'ai documenté. Chaque appel, chaque micro-agression, chaque anniversaire de cousin dont Lily a été exclue, chaque place de Thanksgiving, chaque chaussette manquante sur la cheminée. Chaque mot que mon père a écrit dans ce carnet, chaque enregistrement que l'application a fait de chaque appel que tu as passé à ma fille. 43 avec moi, 23 avec elle, 66 enregistrements. Maman, tu es enregistrée depuis 2017 et tu ne t'en es pas rendu compte une seule fois. Elle n'a pas dit un mot. J'ai dit, voici ce qui va se passer maintenant. Il n'y aura aucun contact entre Lily et toi pendant 5 ans, conformément à l'ordonnance de protection temporaire, que je demanderai à transformer en ordonnance d'interdiction permanente le 18 novembre. Mon père a la possibilité d'effectuer des visites surveillées à l'atelier d'art d'Andrew Reed à Boston une fois par mois s'il le souhaite. Daniel et Meghan prendront leurs propres décisions, et je ne ferai pression sur aucun d'eux. Une copie du rapport de police et de l'ordonnance temporaire a été signifiée à la Ligue de football, et ils m'ont informé qu'ils t'interdiraient l'accès à tous les événements de la Ligue pour les 2 prochaines saisons. Tu as 30 jours pour préparer ta déclaration pour le tribunal. Tu ne recevras plus les photos d'école de Lily, ni ses dessins, ni ses cartes de vœux, ni ses appels. Tu n'entendras plus sa voix. Tu ne liras plus ses rédactions dans le journal. Ma mère a dit d'une voix infime, Laura. J'ai répondu, tu as traité ma fille de déchet. Tu le lui as dit de vive voix sur une ligne enregistrée alors qu'elle avait 8 ans, seule dans le noir à un arrêt de bus. Je consigne cela par écrit aujourd'hui. Au revoir, maman. J'ai pris mon manteau. Eve a fermé son ordinateur. Riley a refermé son dossier. Nous sommes sortis du salon toutes les 3. Nous ne nous sommes pas retournés. J'ai entendu ma mère s'asseoir sur la chaise derrière nous. Personne ne l'avait tirée pour elle. Personne n'avait jamais tiré une chaise pour ma mère dans sa propre maison en 41 ans de mariage. Elle l'avait toujours fait elle-même. Cette fois, elle s'est assise trop lourdement. La chaise a grincé. Personne n'a rien dit. Si vous avez déjà dû vous lever dans une pièce et dire aux personnes qui vous ont élevé qu'elles n'élèveraient pas la génération suivante, il y a quelque chose que je tiens à vous dire. Vous avez le droit de le faire sans crier. Vous avez le droit de le faire par écrit. Vous avez le droit de le faire une fois pour toutes, et de ne plus jamais y revenir. Si cette histoire vous parvient, prenez une grande inspiration et restez avec moi jusqu'au bout. Le plus dur est fait. Ce qui vient ensuite est le véritable visage de la guérison. Ce qui a suivi n'a pas été spectaculaire. C'était administratif. C'était lent. C'est ainsi que fonctionne la justice lorsqu'elle est réelle. Le 15 octobre, ma mère s'est présentée pour son entretien officiel au bureau de Boston du DCF du Massachusetts. C'est Riley qui l'a mené. Ma mère était accompagnée d'un avocat. L'entretien a duré 4 heures. Le 22 octobre, le DCF du Connecticut a rendu des conclusions confirmant la négligence affective et la mise en danger délibérée. Cette conclusion a été versée à son dossier judiciaire. Elle a été inscrite au registre central de l'État. Le 23 octobre, la Ligue de football pour jeunes de Beechwood lui a envoyé un courrier officiel l'informant de son exclusion pour 2 saisons de tous les événements de la Ligue.
Ils y avaient joint une copie de leur code de conduite, avec le paragraphe correspondant surligné. Le 28 octobre, Andrew a déposé sa propre déclaration auprès du tribunal par l'intermédiaire de son avocat. La lettre disait « Ma fille ne se trouvera plus en présence non surveillée de Patricia Holloway. Cette décision est irrévocable. Andrew Reid. » Le 3 novembre, le bureau de Riley a signalé 7 messages envoyés à la page Facebook de l'école de Lily depuis un faux compte nommé l'ami de tante Cooper. L'adresse IP remontait au réseau Wi-Fi du domicile de ma maman. Ces messages ont été ajoutés au dossier du tribunal comme preuve de violation de l'ordonnance temporaire. Le 18 novembre, l'audience plénière s'est tenue au tribunal des affaires familiales du comté de Suffolk. Le juge Voss a entendu 4 heures de témoignage. Il a entendu Eve. Il a entendu Riley. Il a visionné la déposition vidéo d'Eleanor Pratt, qui avait déménagé dans un appartement plus petit en octobre et avait demandé à ce que sa déposition soit enregistrée assise. Elle a témoigné pendant 40 minutes. Elle se souvenait de chaque détail de l'an 2000. Elle se souvenait du manteau de ma mère. Mon père a témoigné en personne. Il portait le pardessus bleu marine des funérailles de sa mère. Il s'est tenu à la barre des témoins sans s'appuyer sur la rampe. Il a déclaré « Votre honneur, j'aurais dû parler il y a des années. Je ne l'ai pas fait. Je parle aujourd'hui. Ma petite-fille n'est pas un dommage collatéral dans un récit familial. » Le juge Voss a dit « Merci, monsieur Holloway. » Il a ordonné une suspension de séance. Le délibéré est tombé le 22 décembre. Il faisait 26 pages. Je l'ai lu 2 fois. Le résumé était simple, Patricia Holloway se voyait interdire tout contact direct avec la mineure Lily Holloway pour une période de 5 ans, renouvelable à la discrétion du tribunal. Elle avait l'obligation de suivre 26 semaines de cours de parentalité et de régulation émotionnelle agréés par la Cour. Il lui était interdit de se présenter comme la tutrice, la gardienne ou l'adulte encadrante de Lily en toutes circonstances. Howard Holloway s'est vu accorder un droit de visite mensuel surveillé facultatif à l'atelier d'art d'Andrew Reid, s'il choisissait de l'exercer. Ma mère n'a pas fait appel. Son avocat le lui a déconseillé. Le 14 janvier 2026, Daniel m'a appelé sur FaceTime depuis sa cuisine à West Hartford. C'était un mercredi soir. Ses enfants dormaient. Megan faisait la vaisselle derrière lui. Il a dit, « Laure, à Noël cette année, sa chaise est restée vide. Personne ne l'a occupée. Je pense que c'est un progrès. » J'ai répondu, « Ça l'est. Qu'elle reste vide. » Il a dit, « Papa est passé pendant 1 heure le 23. Il a apporté un livre sur les hiboux pour Lily. Il l'avait acheté en octobre, mais il n'avait pas encore pu le lui donner. J'ai dit, dis-lui que le mois prochain, il pourra le lui donner en personne. » Daniel a répondu, « Je le ferai. » Il a raccroché. Je suis allé dans la chambre de Lily et j'ai ouvert son placard. Sur le mur du fond, scotché à hauteur de ses yeux, se trouvait un dessin qu'elle avait fait le soir du réveillon. Elle l'avait intitulé « Ma table de Noël ». Il y avait 10 chaises autour de la table. Les noms étaient écrits sous chacune d'elles au feutre, maman, papa, papy Howard, oncle Daniel, tante Megan, les noms de ses 3 cousins. Et tout au bout de la table, en lettres un peu plus grandes, le prénom Eleanor. Il n'y avait pas de place vide. En avril, l'érable attendait le printemps. J'avais commandé l'arbre en février dans une petite pépinière de Norwood. Il est arrivé le premier samedi d'avril dans un large pot en plastique noir, haut de 26 pouces, environ 66 cm, avec des feuilles rouges qui commençaient à peine à se déployer. C'était un érable du Japon de la variété Bloodgood. Lily l'avait choisi. Nous avons creusé le trou ensemble dans le petit jardin clos à l'arrière de ma maison de ville à Boston. Lily portait des gants de jardinage trop grands pour elle. Elle tenait le tronc bien droit pendant que je tassais la terre. Andrew se tenait de côté avec un petit appareil photo. Il a pris 3 clichés, aucun n'était posé. Eleanor est arrivée à 13 h avec un sachet en craft d'engrais biologiques. Elle avait pris le train depuis Hartford la veille et logeait dans une chambre d'amis au bout du couloir de celle de Lily. Bartleby, son vieux corgi, dormait dans la cuisine, une oreille dressée. Mon père est arrivé à 13h30, vêtu d'une chemise blanche propre et de son pardessus bleu marine. C'était sa 4e visite surveillée. Il n'avait plus besoin que la surveillante soit physiquement dans la pièce. Elle s'était installée à la fenêtre de la cuisine avec une tasse de thé et un livre de poche.
Nous avons planté l'arbre. Andrew avait sculpté une petite plaque en bois la veille au soir. Il l'a posée au pied de l'arbre. On y lisait « H. Howard, avril 2026 ». Mon père a lu son propre nom sur la plaque. Il a dit « Laura ». J'ai répondu « Ne t'excuse pas, papa. Reste là ». Il est resté debout. Lily s'est agenouillée au pied de l'arbre. Elle a tapoté la terre des 2 mains. Elle a levé les yeux vers moi. « Maman, est-ce que les racines poussent même si on ne les voit pas ?» J'ai dit « Oui, ma puce. C'est tout le principe. » Elle a hoché la tête. Elle a continué à tasser la terre. 2 semaines plus tard, un mardi de la fin avril, j'avais une audience au tribunal des affaires familiales du comté de Suffolk. Une autre famille, une autre enfant, une petite fille de 6 ans nommée Phoebe, dont la mère appelait notre cabinet depuis 3 mois. Je travaillais sur son dossier discrètement depuis janvier. J'avais emmené Lily avec moi ce matin-là. Elle m'avait demandé la veille si elle pouvait m'accompagner. Nous étions assises au dernier rang de la salle d'audience. Lily portait son sweatshirt vert. Elle a tenu ma main gauche pendant 90 minutes sans la lâcher. Elle a observé le juge. Elle a observé les avocats. Elle a regardé la petite Phoebe qui était assise au 2e rang avec sa grand-mère, serrant un lapin en peluche. Le juge Voss a rendu sa décision à la fin de l'audience. Il a accordé la garde légale exclusive à la mère de Phoebe. Il n'a accordé que des visites surveillées, dans l'attente d'un examen complémentaire. Phoebe et sa grand-mère se sont souris d'une façon que je n'oublierai jamais. Lily et moi sommes sortis du tribunal ensemble. Le ciel de Boston arborait ce bleu pur d'avril qui ne dure environ que 3 semaines par an. Nous avons descendu les marches de marbre. Lily était silencieuse. Au bas des marches, elle s'est arrêtée. Elle a dit « Maman, c'est ce métier-là que je veux faire quand je serai grande. » J'ai demandé « Quel métier, ma chérie ?» Elle a répondu « Le tien. Celui où tu brises le cycle. » Je me suis agenouillé sur la marche. J'ai glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Je lui ai dit la seule vérité qui m'est venue à l'esprit, « Tu sais déjà faire presque tout, Lily. Tu es restée bien tranquille à un arrêt de bus. Tu as dit la vérité au téléphone. Tu as dessiné un arbre avant même de savoir qu'il y en aurait un. Ce métier, ce n'est que ça, dire la vérité et dessiner l'arbre. » Elle a réfléchi à cela, puis elle a dit « D'accord, maman. » Nous avons marché jusqu'au trottoir. Andrew nous attendait dans la voiture avec le chauffage allumé. Il a fait un signe de la main. Je veux vous dire ce que j'ai appris au cours de ces 16 heures, durant les 8 années qui les ont précédées, et au cours des 6 mois qui ont suivi le verdict, le calme n'est pas l'absence d'action. Le calme en est la préparation. Le silence n'est pas de la faiblesse. Le silence, lorsqu'il est documenté, est la forme de preuve la plus patiente qui soit. L'enfant à qui l'on répète qu'elle ne fait pas partie de la famille n'est pas celle qui est en tort. Les adultes qui le disent sont ceux qui sont déjà partis. Et le cycle, ce cycle lent, magnifique et terrible qui s'empare de la cruauté d'une femme et tente de l'implanter dans la génération suivante. Ce cycle s'arrête le jour où quelqu'un refuse de le transmettre. Il s'arrête au comptoir d'une cuisine, devant une liste de 12 points écrite sur un document Word à 9h02 un dimanche matin. Il s'arrête dans un tribunal, par une seule signature apposée sur une seule ordonnance. Il s'arrête à un arrêt de bus, avec une inconnue qui s'assoit et dit « J'ai mal au genou. Je peux m'asseoir ici ?» Il s'arrête au pied d'un érable dans un petit jardin, planté par une enfant de 8 ans dans des gants de jardinage trop grands pour elle. Il s'arrête ici. Je m'appelle Laura Holloway. Ma fille est en sécurité. Ma mère comprend désormais les conséquences de ses actes. Mon père est du bon côté de la table. Et la prochaine fois que quelqu'un dans ma famille tentera de rejeter un enfant, il découvrira que la porte est déjà verrouillée et que je me tiens de l'autre côté avec le dossier juridique depuis le début. Si cette histoire vous a touché comme je l'espère, laissez un mot dans les commentaires. Quel que soit le mot qui vous reste à l'esprit. Je vous lirai. Merci.